Partir à la rencontre de Costa Gavras pour cette émission spéciale, c'est bien plus que d'avoir rendez-vous avec un metteur en scène. C'est un peu comme si on partait à la rencontre du cinéma dans ce qu'il a de capital. Si son histoire personnelle débute en Grèce, elle se confond très vite avec la grande histoire du 7e art, dans laquelle on croise Simone Signoret, Yves Montand, Jessica Lange, Dustin Hoffman et bien d'autres. Sous l'impulsion d'une double actualité, la parution de ses mémoires et la sortie de l'intégralité de ses 18 longs métrages en DVD, j'ai voulu m'offrir une visite privée de son acropole filmique, là où les œuvres dialoguent avec l'éternité. Bonjour Costa Gavras. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Et ça va être difficile de ne pas être dans le superlatif et d'être dans la mesure quand on va parler de votre travail, de votre vie. On va essayer d'évacuer c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est grand. Restons dans la mesure. Votre histoire d'amour avec le cinéma, elle ne commence pas à 22 ans, en 1955, quand vous arrivez en France, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Mais elle commence quand vous séchez les cours en Grèce pour aller voir les films de Françoise Arnault. On allait voir le film de Françoise Arnault parce que c'était une jeune femme très pimpante et elle nous faisait rêver. Si vous allez voir les films de Françoise Arnault, c'est qu'elle jouait à l'époque des personnages très peu conventionnels, un peu pervers. Elle jouait beaucoup avec sa nudité. On se souvient de Le désir et l'amour, par exemple, de Decoing, ou Le fruit défendu. C'est ça qui nous a tirés. De Verneuil. Ah, c'était d'aller voir les feuillages de Françoise Arnault ? Mais évidemment, à cet âge-là, 17, 18, 19, c'est ça qui nous intéressait le plus. Enfin, les films aussi. Parce que, vous savez, on était dans un pays où les films n'étaient pas un objet culturel vraiment comme on le sent en France, comme on le découvrait en France. C'était des amusements, c'était passer 2 heures, c'était voir précisément des filles plus ou moins nues ou des moitiés nues. Et voir aussi des films de cow-boys qui nous excitaient beaucoup. En plus, ça me donnait l'impression ou l'envie d'être acteur, d'être Errol Flynn, d'être Pat Lancaster dans Le Corsaire rouge. Vous vous souvenez de ce film? Bien sûr. Que j'ai revu plus tard, j'étais très déçu. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert à la Cinémathèque, précisément, que les films pouvaient être autre chose aussi. Vous accédez à la grande école de cinéma, l'IDEC, et vous avez comme professeurs des gens qu'on a un peu oubliés, Jean Mitry et Georges Chadoul, qui sont des historiens et des théoriciens du cinéma. Et ils vous apprennent à regarder les films autrement. Aussi. Mais c'est-à-dire de quelle manière ils vous apprennent à regarder les films? C'est-à-dire que derrière un film, il y a ce que l'on voit, puis il y a le thème, de quoi il parle. Et puis, il y a la façon d'être fait. Ça appartient à quelle école? Quelle est la technique qu'on utilise? Et pourquoi ces films? Ce que le metteur en scène voulait dire. Et ça, c'était aussi tout le temps le mystère pour moi. Vous n'allez pas trop à ce que la patronne n'avait pas vous souvenir? Ah non, pas du tout. Non, je sais que j'ai... Et quels films classiques vous avez découverts grâce à eux? Sûrement les films de Jacques Becker. Ah. Il y avait un Jacques Becker, le film avec Simone Signoret, que je racontais Casque d'or. Casque d'or. Et Jacques Becker est venu nous parler du film. Ça aussi, c'était impressionnant, parce qu'il a parlé de la classe ouvrière, des relations de la classe ouvrière avec les femmes. Je me suis aperçu que le cinéma sortait de la vérité humaine et sociale. Voilà. Et ça a été une vraie découverte pour moi, parce que ça m'intéressait déjà par le théâtre. J'avais vu un tout petit peu de théâtre grec ancien, et ça, c'était déjà ça, à l'époque, aux origines de ce théâtre. Il parlait d'une autre manière des hommes et des femmes et de leurs problèmes. En 1959, vous sortez donc de l'IDEC, et alors, pas aussitôt sorti, vous êtes immédiatement projeté comme assistant sur un film de Yves Allégret, qui est L'Ambitieuse. Et vous y trouvez un compagnon formidable, qui est Claude Pinoteau, qui est le premier assistant. Il va devenir le cinéaste de La Gifle, de La Boum, mais aussi des films magnifiques avec Lino Ventura, Un homme en colère, La 7e cible. Oui.
Est-ce que c'est un frère de cinéma, Claude Pinoteau? Oui, c'est un frère, c'est un grand frère. Parce que moi, j'arrive pas comme assistant, j'arrive comme stagiaire. Stagiaire. Comme stagiaire, pour un tournage qu'il faisait ici à Paris, pendant 15 jours à peu près. Et Claude me dit, voilà ce qu'on tourne, le plan de travail aujourd'hui, voilà le scénario, dis-moi ce qu'il faut exactement. Je fais immédiatement une sorte de dépouillement qu'on l'appelle, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait pour faire la journée. Claude Davy me dit très bien. Et puis, on a fait le film comme ça. Et j'ai compris qu'un stagiaire, comme un assistant d'ailleurs, deuxième ou premier, doit connaître tout, très vite, doit participer, doit avoir un œil sur tout ce qui se passe, pour que le metteur en scène ait exactement ce qu'il veut, qu'il n'ait pas à se préoccuper des petits problèmes. Voilà. Et à la fin du film, Claude m'a ramené dans sa voiture et il m'a dit « Moi, je commence un film avec mon frère, est-ce que tu veux être mon deuxième assistant ?» Je suis tombé des nues. Je ne m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, j'avais commencé à me poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait après ce stage ?» Et je dis « Mais évidemment ». Et c'était une découverte, parce que le deuxième assistant a beaucoup plus de responsabilités. Et à côté de Claude Pinoteau, c'était la grande école. Fais pas le fadasse, Jean-Loup. Votre rencontre avec Simone Signoret, elle date de 1962. C'est ça. C'est un film de René Clément. Le jour et l'heure. Le jour et l'heure, qui était l'histoire d'une femme, d'une Française, d'une grande bourgeoise, qui conduit un pilote américain à la frontière franco-espagnole. Et j'étais chargé, comme deuxième assistant, de m'occuper de Simone, de son programme, de ses costumes et tout ce qui la concernait. Il faut que les gens se rendent compte. En 1960, Simone Signoret est l'une des premières Françaises à avoir un Oscar pour Les Chemins de la Haute-Ville. C'est une star immense. Est-ce qu'à un moment, vous, celui qui est pétri d'humilité, parce qu'il ne maîtrise pas la culture française, qu'est-ce que ça représente de rencontrer Simone Signoret? C'est une... Je ne sais pas comment le décrire. Mais vous êtes impressionné ou pas? J'avais une autorité. J'avais un travail à faire. Vous êtes caché derrière votre J'étais l'assistant du metteur en scène. Je venais lui dire qu'il y avait tant de robes, tant de ruptures et de changements de robes dans le film, et qu'il y avait le programme par rapport à la semaine, etc. Et ça, c'était ma force. Donc je l'ai affronté comme ça. C'était mon travail. Et je lui dis, madame, voilà. Et il me dit, appelle-moi Simone. Déjà, c'était le choc. Appeler Simone, la personne dont vous avez parlé, l'Oscar, le monde entier à ses pieds. Et je l'ai appelée Simone. Alors je me suis dit, voilà, j'appelle Simone puisqu'elle me le demande. Vers la fin du film, j'étais encore une fois chez eux, je ne sais plus pourquoi exactement, et Montan m'a dit un jour, je parlais à Pinoteau aussi, venez à la campagne nous cherchons une équipe de volley-ball pour jouer à la campagne. Et Claude, je dis à Claude, il dit, mais moi je ne peux pas y aller. Alors je n'avais pas le courage d'aller tout seul, mais je suis allé quand même. Je suis allé quand même, et c'est vrai que je suis entré dans un milieu absolument extraordinaire. Des gens qui parlaient politique, qui parlaient cinéma, qui parlaient de tout, d'une manière bien posée, bien claire, et sans le fanatisme que je connaissais, soit en Grèce, soit ailleurs, même à l'université ou à ma vie parisienne. Et c'était un monde français, pour moi, de culture française très profond, très intéressant. Costa Gavras, est-ce que vous nous feriez un cadeau? Parce que dans votre livre, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais je voudrais qu'on se rende compte d'abord de la plume que vous avez et de la complicité que vous avez eue avec Simone Signoret. Je voudrais que vous me lisiez ce passage-là. Je suis très mauvais lecteur. Hein. Oui, mais si c'est votre plume, je voudrais que vous lisiez de là à ici. Ah oui. Un docteur silencieux m'a accompagné à une chambre. Non, je ne vais pas lire ça. Je ne peux pas le supporter, moi, ça. C'est un moment dans ma vie. J'ai passé plusieurs jours à écrire, essayer de trouver la manière la plus simple pour l'écrire. Un docteur silencieux m'a accompagné à une chambre, au rez-de-chaussée, au store fermé. Je l'ai vue tout de suite dans un grand lit. Elle était comme une enfant perdue dans l'immensité de ce lit entouré d'instruments médicaux. La lumière était tamisée jusqu'aux limites, comme pour protéger Simone de cette clarté devenue ennemie après l'avoir tant fréquentée et aimée. Elle m'a serré la main,
l'a lâché, j'ai entendu un très faible souffle de voix. On ne se perd pas de vue. C'est quelqu'un qui, très vite, s'est ouverte complètement à moi, et elle avait une grande simplicité, et que d'une grande honnêteté aussi, je dois dire, d'une grande franchise. Quand elle voyait des choses qui lui déplaisaient, elle le disait. Donc c'était cette relation qui m'a suivi, et d'ailleurs, elle me disait, dans la vie, on a des petites lumières dans la vie, des gens qui pensent à vous. Et moi, sans lui dire naturellement, pour moi, c'était une petite lumière. Dans un Paris où j'avais pas de famille, j'avais des amis, j'avais des connaissances, des filles aussi. Et ça a commencé peut-être avec le premier film, Compartiment tueur. Je suis allé le voir parce qu'il avait lu le scénario et que je lui avais demandé que Catherine joue un rôle. Et très vite, elle m'a dit non, Catherine, non. Catherine, c'est Catherine Allégret. Sa fille, oui, Catherine Allégret. Elle m'a dit, mais si tu veux, toi, en me regardant comme ça, avec ses yeux comme ça, parce qu'elle savait l'effet qu'elle m'avait fait, je peux te faire la vieille actrice. C'était une actrice qui n'était pas si vieille que ça, d'ailleurs, elle l'appelait comme ça. Vous savez, là, on prend un coup sur la tête. Pas seulement elle me faisait peur d'avoir à travailler avec Simone, diriger un colosse pareil, mais aussi, le film se faisait. Et si le film se faisait, où on allait? J'avais cette peur aussi. Oh. Je pardon de vous recevoir comme ça, mais je vous attendais un peu plus tard. Madame Larès? Oui, entrez. Vous savez, dans ce diable de métier, on a si rarement l'occasion d'être dans son chez soi. En tout cas, c'est extraordinaire parce que la police est rapide, surtout quand on pense que Darès, c'est mon nom de théâtre. Entrez. Et vous reveniez d'où hier matin? Je revenais de Daix, où je suis restée 8 jours pour le tournage d'une série d'émissions sur la guerre de sécession pour la télévision. Pas un grand rôle, mais enfin, une chose intéressante sur le plan dramatique. Beaucoup font de votre cinéma un cinéma politique, alors que vous tenez à ce que ça soit d'abord un spectacle. Mais est-ce que justement, cinéma et politique, ça n'est pas un peu un pléonasme? Et est-ce que dès lors où le cinéma prend en charge le réel, ça n'est pas déjà un cinéma politique? J'aime beaucoup votre mot pléonasme, c'en est un. Parce que c'est tous les films, à mon avis, c'est politique. Et la politique, comme le dit le mot lui-même, c'est police, la ville. C'est-à-dire la politique, c'est tous les jours. C'est pas pour qui on vote tous les 4 ans ou 5 ans. C'est notre comportement de chacun d'entre nous vis-à-vis des autres. Et là vient l'autre thème qui m'intéresse, moi, profondément, c'est le pouvoir. Et à côté du pouvoir, il y a quoi? Il y a la résistance. Voilà, les thèmes principaux qui sont pour moi essentiels pour... Parce que je pense que la vie, c'est ça. C'est le pouvoir, et puis c'est la résistance, et c'est le travail. Mercy, Holy Father, for the people of Christ. Mercy for the Jewish people. I know the sufferings of the world, Ricardo. My heart bleeds for the victims. I pray for them. I pray for you too, my child. The world is waiting for the representative of Jesus to lead the way. Dans vos mémoires, qu'on lit comme un roman, mais véritablement comme un roman, on apprend plein de choses. On apprend par exemple que vous avez rencontré Robert Redford pour État de siège, oui. que vous avez rencontré Paul Newman pour Missing, oui. que vous avez rencontré Marlon Brando pour Music Box. Vous qui venez d'un pays de légendes et de mythes, la Grèce, qu'est-ce que ça fait quand on est face à Marlon Brando, quand on est face à un mythe? Ben, c'est des humains, hein, c'est des hommes. Marlon Brando est arrivé ici. Oui, parce qu'il a repéré cette vu ça, glace. il a dit qu'est-ce que c'est. Non, il n'a pas dit qu'est-ce que c'est, il a dit où était Costa, où était Michel. Et Michel lui a dit j'étais là-bas, Costa était là, j'ai balancé ma chaussure. Voilà. C'est lui qui avait compris à travers cet éclat de verre. Vu les relations qu'il a dû avoir avec les femmes, il a compris tout de suite. Voilà. Et c'était des humains comme ça, il n'y avait pas des colosses. Est-ce que approcher un mythe, c'est aussi se dire tiens, on peut transcender ses limites? Parce que Marlon Brando vous a fait rêver. Énormément. Et je l'ai rencontré plus tard aussi pour Music Box.
Il y avait des choses qu'il n'allait pas faire. Il le savait aussi mieux que moi, d'ailleurs. Certaines scènes, certaines actions, une certaine force, comme ça. À la fin, quand il est avec le cheval, c'était vraiment un vrai nazi qui reste nazi jusqu'à la fin, qui garde son physique jusqu'à la fin. Et ça, il savait qu'il ne pouvait plus le faire. On parle d'acteurs. Il va falloir qu'on aborde un instant Yves Montand. On sait la figure que c'est, on le croit insubmersible, et pourtant, vous nous faites découvrir que c'est un homme qui a peur. C'est un homme qui a peur parce que vous l'emmenez voir Alien. Oui, il a peur. Moi, je viens d'Amérique. Alien sort à Paris, moi je l'avais vu là-bas, et je lui dis donc, il ne faut pas rater ce film. Il dit, ça va être une trouille terrible. Et c'est fascinant comment c'est fait. Lui, il aimait bien les choses dans l'espace et la science-fiction comme moi. Et je lui dis, mais c'est une science-fiction extraordinaire. Il m'a dit, ça fait peur? J'ai dit, très peur. Alors il me dit, viens avec moi, on était voir ensemble. Alors, je lui disais, ça arrive, prépare-toi. Il faisait comme ça. Et donc, il ne regardait pas? Si, il regardait, mais non, il faisait... Mais non, il s'est préparé. Ah, d'accord. Il n'avait pas la surprise terrible. Est-ce que vous faites partie de ces réalisateurs qui rendaient hommage aux metteurs en scène? Je pense par exemple à Mad City. Comment ne pas évoquer Network de Sidney Lumet ou Le Gouffre aux Chimères de Billy Wilder, où il est question du narcissisme des médias pour déformer l'information. Absolument. Évidemment, c'est beaucoup plus près du Gouffre aux Chimères dans la mesure où c'est un journaliste d'une petite histoire en fait un événement national, sinon mondial. Voilà. Et ça m'intéressait énormément. C'est un hommage à Billy Wilder, absolument. Laurie, listen to me. There's a man with a gun in here. Where are you? I'm in the museum. Okay, I'm gonna call the police. No! You call Lou first. We have to go live again. The police will come when it's our turn. But I think I should call... Oh. We have some real news going on here. Laurie, don't blow this. Okay, I'll call Lou. Ce qui est jubilatoire dans vos mémoires, Costa Gavras, c'est autant les films qui se font, vous nous faites le making-of de vos films, que tout ce qui ne se fait pas. Et on va citer 3 exemples, parce que se rendre compte de ce qu'est votre carrière, c'est aussi de se dire que vous avez refusé Le Parrain. Non, j'ai refusé le livre du Parrain. Parce que Le Parrain, le film, c'est Coppola qui l'a fait, il l'a fait d'une manière magistrale. Moi, le livre que j'ai lu, c'est un film sur la mafia, avec des scènes grossières, sexuelles, quelqu'un qui avait un gros sexe, etc. Et puis des tueries de famille qui n'avaient rien à voir avec ce qu'a fait Coppola. Et Monsieur Klein, alors, vous l'avez écrit, et c'est Joseph Losey qui l'a tourné avec Alain Delon. Monsieur Klein, c'est une histoire dramatique, elle est toujours pour moi, parce que vraiment, je travaillais... On avait commencé, de jeunes producteurs, futurs producteurs, qui n'avaient rien produit, ils voulaient faire La Rafle. Alors, moi, j'avais lu La Rafle, ça m'avait intéressé, il y a un livre intéressant. Faire un film sur cette époque-là, ça m'intéressait. J'en parle à Belmondo, il me dit, je l'ai fait. Et puis, on commence à travailler, on fait les scénarios, et puis on arrive au jour où il dit, bon, on avait pratiquement signé pas des contrats, on avait fait des lettres, des échanges de lettres, comme je l'ai fait très souvent. Et les 2 jeunes producteurs ont des exigences absolument incroyables. Oui, c'est des exigences financières qu'ils ont. Hein. Financière essentiellement, c'est ça. Et puis de contrôle. Il dit, voilà, la musique, on peut prendre un tel, etc. Je dis, écoutez, non, la musique, c'est moi qui l'ai choisi. Et puis financière, et puis de production, coproduction. Mais Belmondo, à l'époque, il était en général coproducteur de ces films. Il voulait l'exclure. Et après des discussions entre ses avocats et tout ça, il me dit, non, il me dit un jour, je ne fais pas les films. Il me dit, moi, je ne veux pas qu'on me dise, débutant, que c'est ce que je dois faire. Je dis, bah, si tu ne le fais pas, je ne le fais pas non plus. Et c'est parti comme ça. Et puis quelques temps après, il y a Delon qui m'approche, juste en face de l'UTC à l'hôtel. Je me suis encore des moments, il était sur le trottoir, j'étais dans ma voiture, il me fait un signe, je sors, je lui dis comment ça va, etc. Il me dit non, j'ai acheté les droits de M. Klein, faisons-le. Je lui dis, Alain, j'ai promis à Jean-Paul, je ne peux pas faire ça, le faire avec toi. Ça serait une sorte de gifle, une trahison. Je lui dis, je ne le fais pas. Et il a fait, et c'est vrai, il a bien choisi. Et Losey a fait un beau film. Mais c'était un beau scénario. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, Costa Gavras. Merci à vous. Merci pour vos questions qui sont multiples.